Bonjour. Pour un dialogue sans concession entre l'homme reconstruit et l'homme réel. Alors pour peut-être vous vous dites, pourquoi un dialogue? Peut-être il y en a parmi vous qui vous dites, finalement, les robots, ils sont là pour travailler à notre place, donc on ne voit pas pourquoi on chercherait à dialoguer avec eux, on va leur donner notre boulot, puis ils vont le faire. Puis il y en a peut-être d'autres parmi vous qui vous dites, à quoi ça sert de vouloir établir un dialogue avec une machine qui de toute façon va se révéler très dangereuse, elle va prendre nos emplois, elle va rivaliser avec nous, donc renonçons aux robots et puis traçant un trait sur le dialogue. Alors je vais vous montrer en fait que ce dialogue il est extrêmement important et qu'il est dangereux. Il est dangereux, alors pas du tout par rapport à ce que risquent de devenir les robots, mais il est dangereux par rapport à l'homme. Pourquoi il est dangereux par rapport à l'homme? Parce que l'homme est une créature fondamentalement imprévisible. Ça veut dire que les roboticiens fabriquent des robots, mais personne ne sait très bien comment les hommes vont gérer ces robots. L'homme est imprévisible, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas chercher quand même à anticiper, à prévoir, à faire de la prospective, donc c'est ce qu'on va essayer de faire, et comprendre comment ce dialogue pourrait s'établir dans de bonnes conditions. Alors pour commencer, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'un robot. Je vous en ai mis quelques modèles ici. Vous voyez, il y en a qui ressemblent à des gros jouets, il y en a qui ont plus une forme humaine attrayante, et puis il y en a qui ont une forme humaine un peu menaçante. On trouve tout, on trouve des robots d'apparence de peluche, robots apparence de créatures plastifiées, dinosaures. On trouve aussi un géminoïde de Hiroshi Ishiguro, l'homme qui a fait un robot à son image et qui, grâce à la chirurgie esthétique, s'efforce de continuer à ressembler à son robot, bien qu'il vieillisse, mais son robot ne vieillissant pas, il faut bien que lui maintienne la similitude d'apparence. Donc voilà un certain nombre de robots, ils paraissent très différents, mais ils ont tous un point commun. Ils ont tous un point commun, c'est déjà la définition que Norbert Wiener donnait du robot en 1950. Un robot, c'est une machine qui implique 3 systèmes en interaction permanente. Le premier système, ce sont des capteurs, c'est l'équivalent de nos organes d'essence, nos oreilles, nos yeux, notre peau. Et évidemment, le robot peut en avoir beaucoup plus que nous. Le robot peut être informé sur la température, il peut être informé sur la radioactivité, il peut être informé par beaucoup d'autres choses que nous-mêmes. Ces organes d'essence, pour les appeler comme ça, peuvent être beaucoup plus puissants et plus diversifiés que les nôtres. Le robot, il a ensuite un programme, ce que les Japonais appellent le government du robot, qui va donc gérer les informations entrantes et puis proposer une action. Et le robot, il va avoir des effecteurs pour accomplir cette action. Alors, pas forcément des jambes, pas forcément des bras, mais la possibilité d'agir sur l'environnement. Donc, 3 composantes en interaction auxquelles vont pouvoir s'ajouter un certain nombre de composantes qui sont très importantes. Comme vous voyez, d'abord des capacités d'apprentissage qui sont en train d'exploser en ce moment grâce au deep learning, mais il y a déjà la possibilité de renforcer un robot simplement en le gratifiant, comme on ferait un enfant. Alors, évidemment, on ne va pas lui donner un bonbon, voilà, mais on peut lui caresser la tête, comme on le ferait avec un enfant, ou on peut lui dire « c'est bien ». Certains robots de chez Aldébaran sont programmés pour renforcer leurs apprentissages quand on leur dit « c'est bien ». Vous voyez, on n'est pas si éloigné de ce qu'on fait avec un enfant. On pourrait imaginer beaucoup d'autres formes d'apprentissage, mais en tout cas, c'est toujours un apprentissage par beaucoup de formes de renforcement, mais c'est toujours un apprentissage par renforcement. Un robot peut apprendre par imitation. Je pense que beaucoup de roboticiens rêvent de fabriquer un robot que vous pourriez installer devant vous. Vous avez une grande table entre le robot et vous. Il y a un certain nombre de produits culinaires sur la table et vous apprenez à votre robot à faire des pancakes, à faire du rôti de porc à la sauge. Et simplement, vous accomplissez un certain nombre de gestes que vous pouvez commenter, comme vous feriez avec un humain, et le robot apprend par imitation. Mais peut-être que votre robot va y arriver très mal, c'est normal, mais quelques heures après, il va peut-être y arriver très bien. Alors, qu'est-ce qui se sera passé? Troisième forme d'apprentissage, il va pouvoir se connecter avec d'autres robots. Le robot a un accès permanent au web, un accès permanent, pas encore, parce que actuellement c'est très balisé, mais l'avenir du robot, c'est pas d'avoir l'ensemble de son informatique embarquée, c'est d'être relié en permanence à un serveur central. Le serveur central reçoit les apprentissages faits par tous les robots du même modèle et les distribue à tous les robots qui sont susceptibles d'utiliser cet apprentissage dans une situation donnée. Ça veut dire que si vous apprenez à votre robot à fabriquer des bombes, il va pouvoir les fabriquer s'il a tous les ingrédients devant lui. Comme en principe, il n'aura pas tous les ingrédients devant lui, ou rarement, il n'en fabriquera pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas en fabriquer, ce qui pose évidemment beaucoup de questions sur le contrôle possible des apprentissages des différents robots. Le pari qui est fait aujourd'hui, c'est que
comme quand même la plupart des parents élèvent leurs enfants dans le respect des lois sociales de leur collectivité, on peut imaginer que la plupart des adultes ayant un robot élèveront leur robot dans le respect des lois sociales de leur collectivité. Donc la déviance des robots serait à la marge, mais il y a quand même une réflexion pour savoir comment cette marge pourrait être encore plus réduite. Et puis il y a bien sûr les apprentissages par deep learning, par apprentissage profond, qui ont pour caractéristique qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe entre les couches de neurones superficielles et les couches de neurones profondes, mais comme vous savez, c'est des formes d'apprentissage extrêmement prometteuses si on les maintient dans des domaines assez bien limités. Alors je ne sais pas si le bruit vient du fait que je bouge ma télécommande. Voilà, donc l'apprentissage profond peut être extrêmement performant. Et donc aujourd'hui, la question, c'est de savoir s'il ne faudrait pas le maintenir à des apprentissages dans des sphères très limitées. Alors, après les capacités d'apprentissage, le deuxième grand domaine dans lequel les robots peuvent avoir d'autres capacités que les capacités de base que je vous ai dites, c'est l'empathie artificielle. C'est quoi l'empathie artificielle? C'est le fait qu'une machine soit capable d'identifier vos émotions. Alors ça ne veut pas dire que la machine va forcément elle-même être capable de simuler des émotions. Ça, c'est autre chose. Ce sont les émotions artificielles de la machine. Mais une machine peut comprendre vos émotions à partir de vos gestes, de vos mimiques, de vos intonations, de vos postures. Et le fait qu'elle les comprenne va permettre à la machine de s'adresser à vous avec beaucoup plus d'efficacité. Et cette machine capable d'identifier vos émotions, elle peut très bien être installée sur une automobile, de telle manière que quand vous asseyez sur votre siège, la machine peut vous dire « tu as l'air en colère aujourd'hui, méfie-toi, sois prudent », ou tu as l'air préoccupé, mais rappelle-toi quand même, c'est la fête des mères ou l'anniversaire de ta grand-mère, est-ce que tu veux que je commande des fleurs pour toi chez le fleuriste, ou est-ce que tu veux que je t'y emmène? Donc la machine peut identifier vos émotions simplement avec une caméra et avec un capteur de votre voix, et la machine n'est pas obligée de vous présenter des émotions pour les interpréter, pour interpréter les vôtres. Mais en revanche, la machine peut aussi être dotée d'émotions artificielles, c'est-à-dire qu'elle va à ce moment-là répondre avec des intonations, avec des émotions adaptées, et la machine va pouvoir simuler les émotions humaines. Ce sont des robots qu'on appelle androïdes. Ils ne sont pas seulement humanoïdes avec 2 jambes, 2 bras, un tronc, mais ce sont des robots qu'on appelle androïdes. Alors, tout ça est extrêmement utile, évidemment, parce que ça va permettre à l'homme d'interagir avec une machine comme avec un semblable. C'est la question que se posent beaucoup de roboticiens. Très peu de gens vont interagir avec un robot en le programmant, et pour la plupart des gens, la relation avec le robot, elle se fera par la voix, par le geste, exactement comme avec un humain. Donc, possibilité d'interagir avec un robot comme avec un humain, évidemment, ça va considérablement simplifier la relation. Alors d'ailleurs, il a été montré qu'un humain interagissant avec un robot passe autant de temps à regarder les yeux du robot qu'il en passerait à regarder les yeux d'un humain avec lequel il interagit. En d'autres termes, nous avons beau savoir qu'une machine est un robot et que dans les yeux elle a des caméras, nous ne pouvons pas nous empêcher de regarder les yeux du robot comme si c'était une interface de communication, comme si nous pouvions en quelque sorte lire les intentions du robot dans ses yeux, comme on cherche à lire les intentions d'un humain dans ses yeux. Il a été montré également par IRM cérébral que les zones cérébrales concernées lorsque nous interagissons avec un robot sont très proches de celles qui sont sollicitées lorsque nous interagissons avec un humain. Donc, preuve expérimentale du fait que la communication avec un robot capable d'interagir comme un humain obéirait pour l'humain à peu près aux mêmes règles que la communication de l'humain à l'humain. Alors, donc, on peut dire c'est formidable, mais en revanche, c'est très problématique aussi en même temps, à la fois, en même temps, reconnu la référence. Et donc, c'est extrêmement préoccupant. Pourquoi? Parce que l'être humain a un mode de relation au monde qui consiste à projeter sans cesse ses sentiments, ses émotions, ses pensées sur l'environnement. Et donc cette projection permanente, c'est ce qui a permis à l'être humain de conquérir le monde. L'être humain a projeté ses pensées, ses émotions sur la nature. D'ailleurs, en français... Ah, d'accord. Et celui-là, vous l'avez arrêté. D'accord. L'être humain... C'est mieux. L'être humain a
a apprivoisé la nature, a conquis la nature, en projetant sans cesse sur la nature ses émotions, ses sentiments, ses états d'âme. Et d'ailleurs, on en trouve encore des traces. Par exemple, vous avez un arbre formidable qui pousse le long des ruisseaux, qu'on appelle un saule pleureur en français. Il n'a jamais pleuré, le saule, mais avec ses branches, il évoque quelqu'un de triste, une branche qui tombe vers le sol, saule pleureur. Et puis, c'est ce qui a permis aussi à l'homme d'apprivoiser les animaux, notamment les premiers loups, qui sont devenus des chiens, comme vous savez, au fur et à mesure de l'évolution. Et il a fallu que l'être humain voit dans le regard des loups qui s'approchaient de lui ceux qui avaient plutôt une intention agressive et ceux qui avaient plutôt une intention familière. Donc cette capacité de l'être humain à projeter ses émotions, ses pensées sur l'environnement a été un formidable moyen pour l'être humain d'apprivoiser le monde, et même le principal moyen, puisque l'être humain n'était pas doté à l'origine de griffes, de crocs, d'une carapace, de capacités de course exceptionnelles, mais l'être humain était doté de cette capacité de projeter constamment sa pensée sur l'environnement et de rentrer en relation avec l'environnement, quel qu'il soit, humain, non humain, comme avec un être humain. Alors on en trouve un prolongement encore dans l'utilisation du design industriel. Par exemple, la fameuse voiture Twingo que beaucoup de gens ont achetée parce qu'ils lui trouvaient une allure très sympathique, un peu enfantine. Voilà. Et puis certains designers de meubles comme Ettore Sottsass fabriquent des meubles, comme vous savez, qui sont très anthropomorphisés, avec éventuellement des yeux, une bouche, voilà, ou une petite figurine humaine au-dessus d'une armoire. Donc il y a toute une branche du design qui exploite cette capacité de l'être humain à trouver un objet sympathique parce qu'il y retrouve quelque chose de l'humain. On pourrait parler aussi des formes arrondies de certains véhicules qui évoquent des formes féminines, d'autres des formes dites phalliques. Voilà. Donc un terrain extraordinairement exploité par le design, mais encore une fois, qui ne pourrait pas être exploité s'il n'existait pas très fortement chez l'être humain. Et vous avez une expérience qui est tout à fait intéressante qui a été menée en 1944 par Fritz Heider et Marianne Simmel. Vous savez peut-être, vous trouverez ça sur Internet, ils ont fait un petit film d'animation qui représente un rectangle qui peut s'ouvrir ou se fermer par un côté, et puis il y a deux petits triangles qui se baladent à l'intérieur et un petit rond aussi, et quand Fritz Heider et Marianne Simmel montraient leur petit film, et si on le montre encore aujourd'hui, eh bien les spectateurs ont tendance à y voir une histoire d'amour entre un petit triangle et le rond, et puis une histoire d'amour contrariée par l'autre triangle un peu plus gros qui semble embêter les deux premiers. Donc, tendance constante de l'homme à projeter ses émotions, ses pensées, ses sentiments. Alors peut-être que vous vous dites, mais est-ce que c'est de l'animisme ? Non, pas forcément, mais peut-être, on va voir. Prenez un exemple. Si un matin, vous voulez mettre votre voiture en route, vous avez un rendez-vous important, vous êtes stressé, votre voiture ne démarre pas. Probablement, un grand nombre d'entre nous vont dire « Ah, mais tu ne vas pas me faire ça aujourd'hui quand même. Ah non !» Alors, est-ce que c'est de l'anthropomorphisme ou de l'animisme ? C'est de l'anthropomorphisme. Vous parlez à votre voiture comme si elle était capable de vous comprendre. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Mais en même temps, vous n'attendez pas que votre voiture vous réponde en vous disant « je m'excuse ». Voilà. Non, vous n'attendez pas une réponse. Donc vous êtes dans l'anthropomorphisme, mais vous n'êtes pas dans l'animisme. Et Piaget avait déjà montré que le passage de l'animisme un support anthropomorphique à l'anthropomorphisme sans l'animisme, ça se fait vers 4 ans et demi. Avant 4 ans et demi, l'enfant est anthropomorphe, il projette constamment ses émotions, ses pensées, ni plus ni moins que l'adulte, mais il y ajoute une composante animiste, c'est-à-dire il pense que ce qu'il projette, l'objet le possède en réalité. Et vers 4 ans et demi, l'enfant a compris que si les voitures roulent, c'est parce qu'elles ont un moteur, qu'on y met de l'essence et qu'on les conduit. Mais il y a un objet, dit Piaget, qui résiste un peu plus longtemps, c'est les nuages. Les merveilleux nuages, aurait dit le poète, parce que les nuages semblent se déplacer tout seuls, puisqu'on peut être sur Terre et ne pas sentir le vent, et voir les nuages se déplacer dans le ciel. On ne sait pas pourquoi, même parce qu'il peut y avoir du vent en haut, mais il n'y en a pas en bas. Et du coup, l'enfant croit plus longtemps que les nuages pourraient être dotés d'une certaine autonomie, d'où ce formidable support de poésie qu'ont toujours représenté les nuages, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser qu'ils auraient une autonomie que le reste du monde créé sur le sol n'aurait pas. Voilà, donc anthropomorphisme et animisme, c'est bien différent. Le problème, c'est qu'on va le voir avec les robots. Eh bien, cette tendance à l'anthropomorphisme va exploser avec le risque d'entraîner dans son sillage un retour de l'animisme. Alors, pourquoi cet anthropomorphisme va exploser avec les robots ? Eh bien, pour 2 raisons. C'est que le robot a pour caractéristique d'abord qu'il nous demande de nous occuper de lui. C'est-à-dire, quand on va vous livrer un robot,
il aura besoin de vous pour comprendre les relations entre les objets. Il sera programmé pour repérer ce que c'est que l'herbe, ce que c'est qu'un couteau, dans le meilleur des cas, voilà. Mais par contre, il ne saura pas faire des liens entre ces objets, et c'est vous, par ce que vous direz à votre robot, par la manière dont vous le renforcerez par un certain nombre de récompenses, qui apprendrez au robot à établir des liens entre ces diverses choses. Et peut-être qu'un jour, votre robot vous dira « C'est beau l'herbe verte ». Et vous lui direz « Mais comment tu sais que l'herbe verte est belle ?» Et votre robot vous dira « Mais c'est toi qui me l'as appris, tu l'as dit un jour ». Et donc vous apercevrez que vous entraînez votre robot à avoir une relation de plus en plus riche, de plus en plus complexe au monde. Et quand on s'occupe d'un objet, quand on s'occupe d'un humain, on s'attache à lui. Et puis l'autre raison, c'est que les robots vont s'occuper de nous. On va s'occuper d'eux, mais on va s'occuper d'eux pour qu'ils puissent un jour s'occuper de nous. Et vous voyez, on va établir avec les robots une relation qui est le rêve de toute relation humaine, qui est une relation réciproque. Une relation réciproque et une relation empathique. Alors on parle beaucoup d'empathie aujourd'hui, eh bien, pas seulement dans l'empathie artificielle, dans la vie courante, dans la vie quotidienne, eh bien la relation que nous serons invités à établir avec nos robots sera une relation empathique. Alors cette relation empathique, il faut bien comprendre que ça ne sera pas une empathie complète, mais une empathie tronquée. Alors je vais vous montrer un petit schéma sur l'empathie que j'ai fait pour faire comprendre ce que c'est que l'empathie. Là, il est en français, mais je vais vous le mettre en anglais parce que la plupart des travaux sur l'empathie aujourd'hui sont publiés dans les pays anglo-saxons. Il vaut mieux reprendre leurs expressions. Donc vous voyez que ça se présente sous la forme d'un bateau, c'est l'empathie complète. Pour beaucoup de gens, l'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place d'autrui. En fait, c'est une représentation extrêmement réduite, extrêmement limitée, même fausse de l'empathie, parce qu'il faut bien le reconnaître, se mettre à la place d'autrui, il y a des limites. Si je reçois dans mon bureau une femme qui a été violée, qui pleure, voilà, et qui souffre, je ne vais pas lui dire « Madame, je me mettrai bien à votre place ». Elle trouverait ça quand même assez scandaleux, à juste titre. Et puis se mettre à la place d'autrui, si je reçois un monsieur qui vient de perdre sa mère et que moi j'ai perdu la mienne quelques mois avant, que le monsieur pleure et que je me mets à pleurer avec lui parce que je réactive mon deuil et que je lui dis « je vous comprends très bien », eh bien je ne peux pas beaucoup l'aider parce que je suis complètement dans une émotion partagée et je n'ai pas plus de recul que lui. Donc se mettre à la place de l'autre, est-ce souhaitable, est-ce possible? Ça se discute. En revanche, l'empathie, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et vous voyez que sur ce petit bateau, il y a d'abord une coque, et puis il y a des cabines des passagers, il y a la cheminée. Et ça, c'est l'empathie complète chez l'être humain qui se construit par des strates successives. Et simplement, je vais vous les évoquer. La première, c'est l'empathie pour autrui qui se construit en plusieurs couches. Et vous allez voir qu'on va retrouver au passage les choses dont les robots vont être capables. Mais très vite, on va découvrir pour l'humain des choses dont les robots seront loin d'être capables encore pendant longtemps. Même si certains essayent de nous faire croire qu'ils puissent en être capables. Donc cette empathie pour autrui, d'abord, c'est la possibilité d'identifier les émotions d'autrui. Je vous l'ai dit pour les robots, chez les humains, ça arrive aux alentours d'1 an. À partir d'1 an, un enfant est capable d'identifier chez un humain qu'il est joyeux, qu'il est triste, qu'il est inquiet, qu'il est en colère, sans pour autant se confondre lui-même avec cette émotion. C'est-à-dire avant 8 mois, 1 an, l'enfant peut avoir une mimique de colère quand le parent a une mimique de colère et ressentir la colère, avoir une mimique de joie quand l'adulte a une mimique de joie, ressentir la joie, avoir une mimique d'inquiétude quand l'adulte a une mimique d'inquiétude, ressentir l'inquiétude. Mais l'enfant, avant 8 mois, 1 an, ne fait pas nettement la différence entre ce qu'il éprouve et ce que l'adulte éprouve. Donc à partir d'1 an, il fait cette différence, il est capable de percevoir l'émotion de l'autre, de l'accompagner, mais aussi de s'y opposer. Soit un moment difficile pour les mamans, parce que jusque-là, quand elles souriaient à leur bébé souriait, puis tout d'un coup, elles sourient à leur bébé fait la gueule. Alors, elles ne comprennent pas pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive, mon bébé? La maman sourit encore plus fort, le bébé fait de plus en plus la gueule, la maman finalement fait la gueule, elle s'énerve et le bébé rigole. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est très heureux, le bébé, de voir qu'il a pu modifier l'émotion de son interlocuteur, alors que jusque-là, c'était lui qui suivait toujours l'émotion de son interlocuteur. Donc un moment évolutif important, voilà, il faut le savoir, même si c'est un peu difficile à vivre, ça inaugure pour l'enfant le fait qu'il va pouvoir comprendre l'émotion d'autrui sans forcément éprouver de la même manière cette émotion. Alors le deuxième élément important, capacité de comprendre que l'autre
éprouve une émotion. Et pourquoi il l'éprouve? C'est non seulement pouvoir se dire, par exemple, je vois que tu es anxieux, mais pouvoir se dire, je comprends pourquoi tu es anxieux. Tu es anxieux pour une raison, moi, qui ne m'inquiéterait pas, mais comme tu as une vie mentale différente de la mienne, cette chose peut t'inquiéter, même si moi, elle ne m'inquiète pas. Donc ça apparaît aux alentours de 4 ans et demi, peut-être probablement un peu plus tôt, mais comme aujourd'hui, on teste cette capacité avec le langage, eh bien, on trouve 4 ans et demi, mais on commence à la tester avec des moyens, avec des enregistrements par caméra, et on s'aperçoit que cette capacité arrivera un peu plus tôt. Mais sinon, elle arrive vers 4 ans et demi, traditionnellement. Et puis la troisième dimension, et là vous allez voir qu'on aborde quelque chose qui est difficilement imaginable pour les robots, c'est à partir de 8 ans, être capable de se dire, par exemple, je vois que tu es content, je comprends pourquoi tu es content. Bon, tu es content de choses qui, moi, ne me satisferaient pas, mais si j'aimais autant ce qui t'arrive que ce que tu l'aimes, eh bien, je serais autant content que toi. C'est-à-dire la possibilité de se mettre émotionnellement à la place de l'autre, c'est-à-dire d'accepter la diversité des points de vue. Et cette capacité d'empathie pour l'autre, elle va se construire parallèlement avec la capacité d'empathie pour soi, que vous voyez dans la partie avant du bateau, pouvoir identifier ses propres émotions. Je perçois que je suis content, je perçois que je suis en colère, je perçois que je suis triste. La possibilité de comprendre pourquoi on éprouve ces émotions, c'est-à-dire ne pas garder l'émotion mais en changer la cause, ne pas s'énerver contre ses enfants alors qu'on devrait s'énerver contre son supérieur hiérarchique à son boulot, mais on ne veut pas voir quand notre supérieur hiérarchique nous maltraite, alors on s'énerve contre ses enfants, donc on garde l'émotion mais on en déplace la cause, donc ce n'est pas toujours facile de comprendre pourquoi on éprouve une émotion réellement, et puis la capacité d'accepter plusieurs points de vue à l'intérieur de soi, c'est-à-dire d'un certain côté je pense que, et d'un autre côté je pense que. On s'aperçoit aujourd'hui qu'être capable d'accepter la multiplicité des points de vue à l'intérieur de soi, c'est la condition pour accepter la multiplicité des points de vue chez autrui. Les gens qui sont très sectaires avec les autres sont très sectaires avec eux-mêmes. C'est assez habituel. Vous êtes rigide, vous nous imposez quelque chose, oui, mais vous répond la personne, je me l'impose à moi aussi. Tous les sectaires ont pour habitude de s'entourer de gens aussi sectaires qu'eux. Ils se rappellent mutuellement les règles à respecter. Être sectaire avec les autres, c'est être sectaire très souvent avec soi-même. Donc ça, c'est la coque. Tous les humains, en principe, ont ces capacités. Et puis au-dessus va se construire l'empathie réciproque, vous voyez, avec les cabines. Là, c'est plus ce domaine des moralistes, la construction du sens moral. C'est la construction de la réciprocité. Et puis tout au-dessus, la cheminée, l'intersubjectivité, la capacité non seulement d'accepter la réciprocité dans l'empathie, c'est-à-dire d'accepter que l'autre puisse se mettre à ma place avec les dangers que ça représente, mais même la capacité d'accepter que l'autre m'informe sur moi-même de choses que j'ignore moi sur moi. Les gens qui vont voir un thérapeute, ils acceptent que le thérapeute les informe sur eux-mêmes de choses qu'ils ignorent. Et comme je dis toujours aux jeunes thérapeutes, eh bien, commencez par féliciter explicitement, au moins intérieurement, vous en rendre compte, féliciter les gens qui viennent vous voir parce qu'ils ont le courage de venir voir quelqu'un qu'ils ne connaissent pas pour que cette personne les éclaire sur eux-mêmes de choses qu'ils ignorent, ce qui est quand même un sacré pari sur le plan humain. Voilà. Alors si on en revient aux robots maintenant, eh bien, vous voyez bien que les robots, leur empathie va être extrêmement tronquée, et c'est d'ailleurs un vrai problème de parler d'empathie artificielle, parce que ce que vont mettre en scène les robots n'a justement rien à voir avec l'empathie. Et c'est d'ailleurs un problème général aujourd'hui de la robotique, c'est que la plus grande majorité des mots employés pour désigner les capacités des robots sont des mots empruntés au langage qui désignent les capacités humaines. On parle par exemple d'intelligence artificielle depuis la conférence de Dortmund en 1956, mais un certain nombre de chercheurs regrettent qu'on ne parle pas plutôt d'intelligence automatique. Intelligence artificielle, on a l'impression tout de suite que les robots vont être dotés des mêmes capacités que nous, de manière artificielle, par artifice. Ben non, les robots ne sont pas prêts d'être dotés de formes d'intelligence comme la nôtre. D'ailleurs, on sait aujourd'hui que tous les neurones ont la capacité de stocker de l'information, de la traiter en groupe. Eh bien, les robots, c'est des structures différentes chez eux qui gèrent l'information et qui la traitent. Donc l'intelligence des robots n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Mais dès qu'on dit intelligence artificielle, l'imagination se met de la partie et on a l'impression que les robots auraient les mêmes formes d'intelligence que nous. On parle d'apprentissage, on pense que les robots vont apprendre comme nous, c'est très différent. Et si on parle d'empathie artificielle, on a l'impression que les robots pourraient très vite être dotés des mêmes capacités d'empathie que nous. Pas du tout. Leur empathie, elle est limitée à pouvoir identifier l'émotion, ce que fait un bébé à partir de 8 mois, 1 an, et la capacité, grâce
à leur connexion Internet, de comprendre pourquoi l'humain peut éprouver cette émotion. Si le robot, voyant quelqu'un de triste, explorant Internet, pourra savoir très vite si cette personne a été licenciée, en allant sur les réseaux sociaux, si son copain ou sa copine l'a quitté. Et donc, du coup, le robot aura la capacité de mettre en relation sa perception d'une émotion chez un humain, et puis la raison pour laquelle cette émotion est éprouvée par l'humain. Mais ça ne veut pas dire que le robot aura la capacité de se mettre émotionnellement à la place de l'autre, parce que pour se mettre émotionnellement à la place de l'autre, il faut éprouver soi-même des vraies émotions. Or, le robot est encore bien longtemps incapable d'éprouver des vraies émotions, si tant est qu'il en éprouve un jour. En tout cas, les robots qui aujourd'hui sont conçus avec des matériaux synthétiques, avec des métaux rares, avec du plastique, ces robots-là n'éprouveront jamais d'émotions. Par contre, ils seront très vite très capables de les simuler. Le jour où il y aura des robots fabriqués avec des briques biologiques, le problème se posera différemment. Enfin, on a encore le temps de voir, les choses arriver. Donc le grand problème, vous voyez, c'est que beaucoup de gens ayant affaire à un robot capable d'identifier leurs émotions et capable de leur répondre, vont être tentés de penser que le robot pourrait éprouver lui-même des émotions. Et du coup, on en arrive aux trois problèmes qui vont empoisonner la relation que nous avons avec les robots si on n'y prend pas garde, parce qu'on va voir qu'il y a des moyens de se protéger contre ces dangers, mais en tout cas, trois dangers nous menacent dans la relation avec les robots. Oubliez que les robots sont programmés et connectés, que derrière un robot, il y a toujours un programmeur, que si le robot fait le choix d'une réponse sur une autre dans la relation que nous avons avec lui, c'est parce que le programmeur l'a programmé pour faire le choix de cette réponse. Le risque d'oublier que les robots n'ont pas d'émotion. Et ça peut être très grave, puisqu'il a été montré que des soldats américains utilisant des robots démineurs de la marque qu'on appelle des paquebots, étaient capables de s'attacher à leur robot comme à un animal, voire comme à un être humain. Alors les militaires savent bien que ces robots ne sont pas des animaux ni des humains. D'ailleurs, l'armée américaine leur fait démonter et remonter leurs robots pour qu'ils soient bien convaincus que ce sont des robots. Mais dans le feu de l'action, ils ne peuvent pas s'empêcher parfois de protéger leur robot, de se déprimer si leur robot est endommagé, et donc finalement d'avoir avec ces machines une relation semblable à celle qu'ils auraient avec un camarade de combat, au risque, à la limite, si les robots se perfectionnent, que certains soldats puissent mettre leur propre vie en danger pour sauver leur robot, avec un coût évidemment faramineux, comme vous comprenez bien, puisque le coût d'un soldat est sans commune mesure avec le coût d'un robot fabriqué dans une usine américaine. Donc, risque de penser que les robots pourraient avoir des émotions, pourraient souffrir, même une expérimentation a été menée avec un robot phasme, c'est-à-dire une espèce de bâton avec 8 pattes, un robot démineur, et chaque fois qu'il met une patte sur une mine, la patte explose. Et donc à la fin, quand il a fait exploser cette mine, le robot se traîne sur sa 8e patte pour rencontrer une 8e mine qui lui fait exploser la 8e patte. Et l'ingénieur qui a mis cette machine au point, qu'il a expérimenté auprès de l'armée américaine, dit qu'un colonel aurait réagi en disant qu'il fallait arrêter tout de suite parce que le traitement infligé à ce robot était inhumain. Donc, grand risque de projeter ses émotions, ses pensées, ses sentiments sur ces machines et oublier qu'ils n'en ont pas pour de vrai. Alors, vous allez me dire, les soldats, ils dépendent de ces machines pour pouvoir rester en vie, oui, mais une personne âgée qui dépendra de son robot pour choisir son bon médicament, il est bien évident qu'elle sera aussi ou pour aller aux toilettes, elle en sera aussi très dépendante. Et puis, troisième risque, risque d'oublier que les robots ne sont pas des modèles pour les humains. Alors, comment se protéger contre ces trois problèmes, tout le monde doit s'y mettre. Remède législatif, remède technologique, remède éducatif. Les remèdes législatifs, c'est quoi ? Pour éviter d'oublier que les robots sont programmés par des programmeurs, connaître les programmes, ça serait le mieux. Et puis en tout cas, savoir que deviennent nos données personnelles, comment elles sont traitées. Et vous savez aujourd'hui que c'est un grand enjeu lancé par la Commission nationale informatique et liberté en France, que de veiller à cette question-là. Alors comment éviter d'oublier que les robots n'ont pas d'émotion ? Là aussi, le législateur a un rôle à jouer.
C'est en interdisant les publicités mensongères que lance sur une grande échelle aujourd'hui SoftBank au Japon, mais probablement ça arrivera en France, publicités qui nous disent pour la première fois, nous vous offrons, enfin nous vous permettons d'acquérir un robot qui a du cœur. Et toute la publicité de SoftBank pour le robot Pepper au Japon est axée sur le fait que Pepper aurait des vraies émotions. Donc interdire les publicités mensongères, il y a un moment où probablement le législateur va s'en occuper. Et puis pour éviter d'oublier que les robots ne sont pas des modèles pour l'humain, limiter les androïdes, les robots d'apparence humaine, aux tâches où cette apparence est vraiment indispensable et il n'y en a finalement pas beaucoup. Alors des remèdes technologiques, il y en a aussi dans tous les domaines. Comment les techniciens qui mettent au point les robots peuvent-ils faire en sorte que nous n'oublions pas qu'ils sont programmés? En nous rappelant qu'ils transmettent nos données personnelles lorsque c'est le cas. Peut-être une couleur des yeux du robot différente, une petite ampoule qui s'allume, pouvoir le débrancher quand on veut, un bouton facile d'accès. Voilà. Donc les techniciens doivent aussi imaginer des solutions. Comment faire en sorte de ne pas oublier que les robots n'ont pas de vraies émotions? Là aussi, les techniciens pourraient être bien inspirés de faire des robots dont certaines protections seraient transparentes pour qu'on voit l'intérieur des robots. Aujourd'hui, quand vous voyez les robots comme Nao, comme Pepper, comme d'autres, ils sont tous blancs, immaculés, on dirait des chevaliers servants, en général blancs et bleutés, voilà, plutôt brillants. Voilà. C'est-à-dire ce sont des machines dont le contenu n'est jamais visible. Or, pouvoir voir le contenu d'une machine, c'est constamment avoir comme une piqûre de rappel sur le fait que c'est bien une machine. Et puis, comment faire en sorte que n'oublions pas que les robots ne sont pas des modèles pour l'humain? En fabriquant des robots qui favorisent les liens entre les humains, c'est-à-dire lutter contre le risque, anticiper le risque de robodépendance, c'est-à-dire faire en sorte que les robots favorise les liens entre humains, renvoie les humains à d'autres humains et ne renvoie pas seulement les humains à des sites marchands avec lesquels le fabricant du robot aurait dealé en vendant son robot et en dealant en même temps avec un fabricant de produits alimentaires ou de produits ménagers pour que le robot les conseille toujours comme des bonnes solutions pour son acheteur. Et puis les remèdes éducatifs qui sont très importants. Alors je parle de remèdes volontairement parce que moi je suis de formation médicale, donc on apprend toujours diagnostic, pronostic, traitement. Bon, on peut employer un autre mot si vous voulez, mais ça revient au même, c'est des solutions. Leurs solutions éducatives, là aussi il y a beaucoup à faire pour éviter d'oublier que les robots sont programmés à apprendre le code, la programmation à l'école. On en parle beaucoup, ça c'est plus lentement à se mettre en place, mais il faut le faire. C'est pas suffisant, il faut aussi faire en sorte de ne pas oublier que les robots n'ont pas d'émotion. La meilleure manière de le faire, c'est que les enfants soient invités à fabriquer des robots de plus en plus vite et de plus en plus tôt. En plus, pour la dextérité manuelle, c'est formidable. Et puis, comment éviter d'imaginer que les robots puissent être des modèles pour l'humain? Eh bien, là aussi, en faisant en sorte que les enfants participent beaucoup à des débats, des controverses, qu'ils cultivent le goût de l'échange humain, le goût du caractère imprévisible de l'humain. Il faut aimer le côté imprévisible de l'humain. Aussitôt que nous avons peur du caractère imprévisible de l'humain, nous sommes menacés par le danger d'y préférer les robots. Et ça, c'est quelque chose aussi qui s'apprend très vite, apprendre l'extraordinaire opportunité de la multiplicité des points de vue et apprendre l'extraordinaire opportunité que représente le caractère imprévisible de l'humain, qui nous oblige toujours à sortir de notre zone de confort pour nous confronter à du nouveau, à du possible et à évoluer. Alors qu'avec les robots, nous ne sortirons jamais de notre zone de confort. Nous pourrons même régler le robot pour qu'il soit un peu prévisible, pas trop prévisible, et probablement beaucoup de gens le régleront à très peu prévisible. Voilà, donc beaucoup à faire. Et donc, pour résumer, vous voyez que quand on parle de robotique aujourd'hui, les mesures de protection qui sont mises en avant sont toujours relatives aux dangers physiques que les robots pourraient nous faire courir. Alors, sur les dangers physiques par la proximité avec eux, ou les dangers sur notre vie privée, par exemple, ou les dangers sur les emplois. Mais il est essentiel, à mon avis, de prendre en compte les dangers que les humains pourraient se faire courir à eux-mêmes par une mauvaise appréciation de ce que sont les robots. Et vous voyez que là, il y a beaucoup à faire parce que c'est un domaine qui est peu investi encore par les psychologues, alors que c'est un domaine dont l'importance va aller croissante au fur et à mesure que des robots seront installés dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, dans les familles, dans les hôpitaux de jour. On s'apercevra que les humains ne les gèrent pas
comme les constructeurs avaient imaginé qu'il fallait les gérer, et que probablement un certain nombre d'humains les gèrent dans le quiproquo, dans la confusion, dans l'anthropomorphisme excessif, voire dans l'animisme. Et je ne parle même pas des robots destinés à redonner vie à des gens qui ont disparu, des robots qui pourraient avoir l'apparence de nos parents ou de nos enfants décédés. Donc il faut y réfléchir maintenant. Il faut réfléchir maintenant pourquoi ? Parce qu'une fois que les chaînes de montage des robots seront fabriquées, eh bien, ça ne sera plus le moment de dire c'est pas cela que nous voulions. Parce que les chaînes de montage, une fois constituées, doivent être rentabilisées. Donc le grand débat sur les robots, c'est maintenant qu'il faut l'avoir. Il y a un grand débat déjà qui est lancé autour de l'intelligence artificielle, autour du big data, c'est très bien. Il faut aussi lancer un grand débat sur les robots pour que nous apprenions à porter un regard juste sur ce que sont les robots. Attendre des robots tout ce qu'ils peuvent nous donner, ça c'est formidable, mais ne pas attendre d'eux ce qu'ils ne peuvent pas nous donner, au risque d'y perdre le goût de l'humain. Merci de votre attention.